bienvenue dans ce 7e épisode de notre 4e saison des Meetup online de DevApps. Aujourd'hui, on va avoir deux sujets. Un présenté par Laurent Campé à propos de Dapper. Il nous avait fait déjà une première session de présentation des grands concepts de Dapper. Et puis là, on va rentrer dans le dur avec une démo live, débugage, etc. Et puis ensuite, il y a Damien qui nous a proposé de nous présenter VS Code et les remote containers, voir un petit peu comment ça marche. Alors déjà, le titre, j'ai du mal à comprendre. Donc j'espère qu'il va nous expliquer et que j'arriverai à comprendre ce que ça veut dire exactement. C'est la Donc deuxième voilà. partie. La première C'est- partie, VS Code, ça va quand même. Oui, la première partie VS Code, ça va, oui. C'est ça. Bien, et ben écoutez, je propose à Laurent de commencer Ah, t'as dès pas de news maintenant. aujourd'hui? Non, il n'y a pas de Ok. news. À moins que vous ayez des Ah, news, d'accord. je sais C'est pas, dans il le y a vif la du sujet. WWDC, mais bon, ça. Et je voulais vous faire juste remarquer un truc, j'ai vu ça hier soir, c'est qu'il y a eu le premier fixe de Visual Studio depuis la build, ce qui est quand même il y a plus de 10 jours, et je trouve que pour une version mineure, d'habitude on a des fixes le lendemain. Là je trouve que c'est pas mal quand même. De ne pas avoir eu de fixe pendant 10 jours, c'est-à-dire qu'ils ont sorti un truc plutôt propre cette fois-ci. Vous aimez DevApps? Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devaps. Donc, j'ai refait vite, c'est un récapitulatif rapide de la dernière fois. Donc, Dapper pour Distributed Application Runtime. Cette fois-ci, on va parler du Dapper.NET SDK. Donc, j'ai fait un peu de code, mais très, très simple pour montrer vraiment la base de la base et pas rentrer dans des concepts trop compliqués et trop fumants. Donc, cette fois-ci, comme la dernière fois, on va utiliser les différents building blocks de Dapper. Et dans la démo, on va voir le service-to-service invocation, comment ça marche, le state management, le publish and subscribe et une partie de l'observability. On va utiliser pour ça le .NET SDK, comme je disais, qui est une des implémentations des SDK de Dapper. Donc, un petit rappel, qu'est-ce que Dapper? Donc, le mode de fonctionnement, c'est vous avez votre application. Ici, c'est le website, c'est notre application d'exemple. Et on a ce qu'on appelle le Dapper Sidecar. Et il y a une communication entre les deux, soit avec HTTP ou gRPC, et une API qui est standardisée. Donc, on va voir le building block service-to-service invocation qui a ce type d'URL, celui du state management qui a ce type d'URL et le publish and subscribe qui a ce type d'URL. Donc, dans l'exemple que j'ai mis en place, c'est vraiment, encore une fois, un truc très simple pour comprendre les concepts de base. On va avoir un projet de type website qui était pour TOS, mais il n'est pas là, c'est dommage, qui est en Blazor. Un service qui est un counter service et un service qui est le template d'ASP.NET Web API, qui est le Weather Service. Et en fait, ces différentes composantes de notre application vont utiliser les trois building blocks plus l'observability. Pour les composants qui ont été utilisés, dans le cas du State Store, c'est Redis, le composant par défaut. Pour le PubSub, c'est aussi Redis, Redis Stream. Et pour l'observability, je n'ai pas utilisé Zipkin, qui est le composant par défaut en développement local. J'ai installé Jaeger avec Docker et je vais vous montrer ça, quoi. Donc, encore une fois, un petit rappel. L'API standardisé par POST pour sauver un état, par GET pour récupérer un état et la configuration du composant qui utilise Redis comme outil de state management. Pour le publish subscribe, c'est comme la dernière fois, on va avoir le website, le projet website qui va envoyer un message counter incremented, et il va passer le counter. Et de l'autre côté, on va avoir un service qui s'appelle counter service qui va juste écouter ces messages et qui va juste loguer la valeur
dans les logs. Et donc, l'intérêt du Publishing Subscribe, c'est vraiment d'avoir un découplage fort entre le counter service et le website et de passer par les sidecars ici. Donc là, il y a le post qui est fait après sur le sidecar. Donc, pareil, l'API, envoyer un message, c'est un HTTP post. Nous, on va le voir de façon encapsulée à travers le SDK. Et de l'autre côté, les sidecars s'enregistrent s'enregistre pour recevoir les messages. Et encore une fois, un type de composant building block PubSub avec l'implémentation Redis et sa configuration. On va voir ça un peu plus en détail là. Au niveau de l'observability, comme je disais, donc on a ce website, son sidecar, le weather service, son sidecar, le counter service, son sidecar. Au milieu, on a Redis cache et le invocation service to service du website vers le weather service. Et on a tout ce qui est observability, mais surtout, là, on va voir le tracing à travers les Jaeger, donc qui est un outil open source de tracing distribué. Donc, on va passer avec un peu plus de code. Donc, comme je vous l'ai dit, on a les trois projets, le site web, le service et le counter. Donc, le site web, si on regarde, en fait, le premier élément du site web, c'est le startup.cs. Donc, c'est un projet, comme j'ai dit, Blazor Server, pas WebAssembly. Et donc, dans la startup class, quand on configure les services, on va faire une première chose, on va rajouter le Dapper Client, qui est en fait un NuGet qui a été rajouté dans le projet. Donc ça nous permet de rajouter le client et de pouvoir l'injecter après dans les pages Blazor. Et la petite chose qui est un peu nouvelle, qui a été annoncée il y a 15 jours, qui s'appelle Dapper Sidecar, qui a été fait par une entreprise anglaise, dont je ne me rappelle plus le nom maintenant. En fait, l'idée, normalement, quand on run un service sur Dapper, on va utiliser en local le Dapper CLI et on va faire Dapper Run, le nom de mon application, etc., etc. Et puis derrière, on va passer le .NET Run et vraiment notre application. Et donc, en fait, ça va lancer un premier processus et un deuxième processus qui est un problème pour tout ce qui est debugging. Donc, on va voir qu'ici, on va pouvoir lancer l'application de façon normale. Et en fait, c'est notre application à nous qui va lancer le sidecar. Donc, le rôle est inversé. Donc, ça facilite la possibilité de faire du debugging en local, etc. Autrement, le reste, c'est exactement la même chose. Il n'y a que ces deux entrées. Donc, la deuxième dépendance, c'est ce ManDapper Sidekick ASP.NET Core qui nous ramène un peu d'infrastructure dans tout ça, quoi. Website, on a les composants Dapper qui sont définis ici. Donc, on a dit qu'on voulait stocker de l'état dans Redis en utilisant le building block state et on a nommé notre composant counter store. Et on veut aussi pouvoir publier un message. Donc, on définit un autre composant qui s'appelle PubSub. Et ce composant-là, on va utiliser Redis aussi. C'est sa configuration qui va nous permettre d'envoyer des messages. À savoir que, donc, si on regarde dans la startup, en fait, on va lui passer la configuration que ASP.NET a lue. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver à lire cette partie-là. C'est ça qui va nous permettre de configurer le sidecar. Donc, c'est ce sidekick, ce framework sidekick qui va lire ça et qui va dire à Dapper, bon, bah, tu vas lire tes composants dans le répertoire component dont je viens de vous montrer. Et on a un autre fichier, config file, qui est partagé entre différents projets, qui en fait définit notre tracing. Et en fait, c'est un peu
C'est un peu difficile à suivre, mais c'est pas Zipkin qu'on utilise, mais c'est Jaeger, mais qui utilise un modèle de données Zipkin en fait pour envoyer les données sur Jaeger. Donc c'est bien notre outil de tracing. Donc après, ce qu'on peut voir, c'est Et là, il lit tout ce qu'il y a à l'intérieur du dossier component ou ouais. D'accord. Donc Là, si tu veux rajouter un nouveau component, tu rajoutes un nouveau fichier YAML et roule ma poule, quoi. tout à fait, tout à fait. D'accord. Tu peux même avoir, tu vois, tu peux avoir plusieurs state stores et tu les nommes différemment. Et même un state store Redis, un state store Cosmos DB, ils ont deux noms différents. Tu peux les adresser de façon différente. D'accord. Ok. Donc là, on va voir. Donc ce que j'ai fait bêtement, c'est on connaît tous ou ceux qui ont au moins fait lancer le template. Il y a le counter exemple. J'ai juste fait une version Dapper. Et donc dans cette version Dapper, on va injecter le Dapper client qui en fait c'est possible de l'injecter parce qu'on l'a configuré grâce au Add Client Service. Et donc, après, on va utiliser ce Dapper Client. Donc, quand ma page s'initialise, je vais aller récupérer un état qui est juste un entier dans le Counter Store. Donc là, c'est le nom, la Counter Store, qui correspond à mon State Store, au nom de mon State Store. Et donc, je vais lui dire, va récupérer la valeur de count. Et je l'assigne à la variable et elle est affichée. Ce Après, paramètre, Laurent, c'était le sidecar. Hein, c'est bien la conf du sidecar que tu as fait. Pardon? La conf, toutes les fichiers de conf que tu as fait, c'est la conf du sidecar. C'est la conf du sidecar de ce composant-là, du De ce website. composant-là. Ouais, tout à C'est pas fait. un composant partagé. C'est juste pour être clair. Non, il n'est pas partagé au niveau de l'applicatif, mais par contre, comme il est configuré, en fait, ça pourrait être tu pourrais accéder à ces fonctionnalités-là depuis d'autres sidecars, en fait. Mais il y a des possibilités de bloquer ce genre de choses avec des namespaces et ce genre de choses. Et donc là, on voit bien l'API qui est très simple. Donc j'ai mon client, j'appelle un getState async, je lui donne le type de ma donnée. Alors là, j'ai pris un type simple, mais ça pourrait être, je ne sais pas, moi, un record C# avec 5 ou 6 propriétés ou un objet un peu plus compliqué. Et j'ai aussi rajouté un bouton. Non, enfin, le bouton existait. Sous l'incrémentation, ce que je fais, c'est que j'incrémente le compteur, bien sûr, et je vais aller sauver l'état dans mon counter store, donc mon composant que j'ai défini, sous la valeur count, avec le nouveau count. Et ce que je vais aussi faire après, donc ça c'est le state building block, et là c'est le publish and subscribe. Là, je vais publier un événement sur le composant pub-sub, donc que j'ai défini là, hein, encore une fois, pub-sub. Et cet event, il va s'appeler counter incremented, et je vais juste lui passer l'entier. Donc, encore une fois, on peut passer beaucoup plus d'états. C'est tout à fait possible. Alors, moi j'ai juste deux questions. Un, c'est Oui. au niveau des données qui sont transférées, si on a des entités qui sont un petit peu complexes, avec des propriétés de type entité, qui ont des propriétés de type entité, etc., est-ce qu'il faut les marquer serializable ou ce genre de choses? Il faut qu'elle soit serializable avec le composant JSON du .NET Framework, le D'accord. JSON Serializer. Et la Et deuxième... et Oui, si c'est le vas-y. cas, tu n'as pas de problème. D'accord. Et la deuxième question, c'est euh, qu'est-ce qui se passe si quand tu fais le save state, en réalité, dans le composant Dapper qui doit faire le save state, ça plante? Alors, c'est une très bonne question. Ça plante, Tu as allez. des mécanismes de retry qui peuvent être mis en place. Je sais par exemple que bon, pour le publish, c'est un peu évident. C'est une des idées du publish, c'est de pouvoir publier. Et puis même s'il n'y a personne qui écoute et et le service redémarre plus tard, et ben, il va quand même recevoir les événements. Mhm. Pour le save state, je sais qu'il y a il y a de la configuration pour faire des retries. Euh, il y a la possibilité de passer un cancellation token aussi. Mais honnêtement, je ne saurais pas te dire. D'accord.
Donc ça, c'est le counter. Bon, on va peut-être regarder l'application, comment elle marche. Donc pour ça, je la lance. Et en fait, ce qui se passe, donc on arrive sur notre démo Blazor, le counter normal, le fetch data normal. Donc là, counter, quand je reviens, il est à 0. Quand je vais sur le Dapper counter, on voit qu'il est déjà à count 2, alors que je viens de lancer mon application. Donc c'est bien qu'il a allé lire en fait l'état. Quand on a initialisé la page, il a allé lire l'état, il l'a initialisé. Alors, je Donc sais pas maintenant, vous, mais moi, je suis toujours sur la page Hello World. Voilà, c'est bon. Ok. peut-être je switch un peu trop vite. Ok, je vais Non, bon, essayer c'est d'aller. ça. J'avais reçu les pages correctement. Ok, Ça dépend des gens. d'accord. Donc en fait, là, on va voir que donc j'incrémente ma valeur. Je passe à 3, 4. Je pars de ma page et je reviens. Je suis toujours à 4. Donc ça, c'est le save state. Ce qu'on va voir aussi ici, c'est que, comme je vous avais dit, il y a le site web. Donc lui, c'est le site Blazor. Il envoie une information au counter service par un système de PubSub. Donc là, on voit donc il y a un log avec comment Dapper est relancé, le sidecar, etc., avec le sidekick. Et en fait, on se rend compte que le counter service, si on regarde un peu plus près, donc pareil, hein, startup, je vais pas refaire. Il y a le sidekick, il a la configuration, il va chercher la configuration des composants et du tracing. Et là, les composants, ce counter service, lui, il a que le PubSub, d'accord? Que le composant PubSub. Et donc lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est ma façon de m'enregistrer au PubSub, ça va être de prendre une application complètement normale, un API controller de ASP.NET MVC, et de le décorer avec un attribut qui s'appelle topic. Et avec ça, je vais lui dire, ben, quand il y a un événement sur le composant PubSub qui s'appelle counter incremented, eh ben, je veux que tu appelles cette API et je vais récupérer depuis le body le counter qui m'a été passé. Et là, ce que je fais, c'est juste de loguer une information. Et donc, on voit que, en fait, quand j'ai cliqué sur le increment du counter de l'application Blazor, le message a été envoyé. Je suis passé à 3 et 4 pour le counter service. Et donc, je suis bien sûr 4. Donc, maintenant, pour la question d'avant, je vais arrêter ce counter service. Donc maintenant, j'ai plus que le site web et le weather service qui marchent. Donc je peux revenir sur le Dapper counter, il est toujours à 4. Je vais l'incrémenter à 4, à 5. Bien sûr, mon application, elle a sauvé l'état, elle a envoyé le message, mais il n'y a personne qui écoutait le message. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est... ça va être plus simple, je vais juste relancer complètement l'application. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est que relancer. Voilà. Donc là, on a de nouveau nos 3 services qui tournent. Et le counter service, on va voir qu'il va recevoir mes éléments 5 et 6. Alors qu'il était arrêté quand je les ai envoyés. Donc ça, c'est un des intérêts du Publish and Subscribe. Et c'est aussi le découplage vis-à-vis de celui qui envoie les messages. Donc ça, c'est le premier service. L'autre service, c'est le... Oui, d'ailleurs, là, dans le log, là, il reçoit le 6 avant le 5. Ouais, il n'y a pas d'ordering, ça, je n'ai pas encore pu regarder plus en profondeur. Mais effectivement, c'est pas forcément dans ce sens-là qu'il les reçoit, quoi. D'accord. Je pense que normalement, ça dépend aussi certainement des composants que tu utilises pour faire le PubSub. Tu n'as pas d'autres informations, metadata ou autre, avec des dates, des heures, pour... Oui. Ok. Oui, tu passes beaucoup plus d'informations que juste ça. Justement, c'est un des attraits du sidecar. Parce que le sidecar, il va complètement enrichir ton service, quoi, sans que toi, tu aies implémenté ces choses-là. Donc, on va juste regarder le Dapper Fetch Data, là, qui est cette page, en fait, qui est ce code-là, hein. Donc, lui, c'est
le template de base. Encore une fois, on injecte le Dapper Client. Et quand on s'initialise, on appelle le Get Weather Forecast. Et donc là, on va utiliser le Weather Client. Là, on va utiliser le building block Service to Service Invocation. Et on va lui dire, je vais appeler la méthode get sur le Weather Service et sur le contrôleur Weather Forecast. Donc là, si je vais voir mon application Weather Service, qui elle-même n'est pas décrite comme elle n'utilise aucun composant Dapper. La seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle démarre le sidecar Dapper pour ce service Weather Service. C'est pour ça que je peux l'appeler en fait. Encore une fois, celui-là, on n'en aurait pas besoin. Ça, c'est du copier-coller. Et le config file. En fait, ça, j'en aurais même pas besoin. Et donc, ce qui se passe, c'est que de ce côté-ci du service, lui, moi, c'est exactement le même service que le template de base. Donc là, on voit que c'est le get, tout à fait normal. La seule chose que j'ai dû faire, c'est de dire dans le startup, je veux avoir un sidecar. Et en fait, c'est ça qui me permet, si on regarde encore la démo, c'est ça qui me permet de dire mon site web, il va utiliser ce sidecar. Il ne sait pas où se retrouve mon service Weather Service, mais comme les deux ont un sidecar, ils arrivent à communiquer entre eux par leurs noms qui ont été décrits dans la configuration. Il y a Damien qui avait une petite question. Ouais. Avec la question, avec le Oui, micro, c'est mieux. j'ai pas vu la config, c'est peut-être moi qui ai raté. Je n'ai pas vu la config du Weather Service dans le site web. Le config du Weather Service? Oui. Comment est-ce qu'il connaît l'URL, etc. du Weather Service? En fait, tu n'as pas besoin de configurer le Service to Service Invocation parce que c'est automatique quand tu as des sidecars. Quand tu vas démarrer plusieurs sidecars, ces sidecars vont être capables de communiquer entre eux et l'invocation service n'a pas besoin d'être configuré pour faire ça. Bonne question, Damien. Ok. Merci. Donc, de rien. Le Weather Service, donc, ouais, on a vu, il n'y a rien. C'est vraiment un service ASP.NET Web API normal, juste étendu par ce add Dapper Sidekick qui démarre le sidecar. Donc maintenant, pour les breakpoints, en fait, si, comme vous avez vu, hein, j'ai démarré, les trois services en même temps. Je peux retourner, par exemple, dans le Weather Controller, je mets un breakpoint. Si je vais dans l'application cliente et que j'appuie sur Refresh, non, il faut que je le lance en debug, c'est un peu mieux. Si je lance ça en debug, donc là j'ai arrêté tous les services et l'application, je l'ai relancé en mode debug. On va juste un peu fermer tout ça. Et donc là je suis sur un breakpoint sur mon Weather Service qui est appelé quand j'arrive là et que je fais l'appel de la page. Donc là, je me retrouve dans le breakpoint. Donc on voit l'expérience développeur, elle est vraiment simple là, parce que pour l'expérience normale où je lance Dapper Run et .NET Run derrière, il faut que j'aille attacher mon debugger à la main sur le bon processus et tout ça. Et donc là, ça simplifie beaucoup les choses, quoi. Donc là, si je continue, je reçois mes données, quoi. Donc ça, c'est vraiment une grosse valeur ajoutée de ce Dapper Sidekick. Donc, je pense qu'on a vu un peu tout. Les logs, ouais, c'est les logs on a vu. Ah oui, Jaeger maintenant. Donc, ce qui s'est passé là, c'est qu'on a vu que sur certains services, donc il y a les composants, mais après il y a ce fichier de config qui configure en fait tout ce qui est observability. Donc là c'est le tracing. Et donc pour ça en fait j'ai en place un container que j'ai démarré c'est juste un Docker run avec quelques configurations.
qui tourne sur ma machine et ça va me permettre d'avoir une interface web comme ça qui, comme on le voit, reconnaît déjà mon counter service, mon weather service et mon website. Pour ça, j'ai rien eu à faire du tout, à part avoir ce fichier de config et dire, quand je démarre mon application, que le sidecar, il doit utiliser cette config-là. D'accord ? Et donc là, en fait, quand je vais chercher les traces, je vais voir en fait tout ce qui s'est passé, les différents appels que j'ai pu faire. Je vais pouvoir aller voir, tiens, mon application website, elle appelle mon web service. Je peux aller voir un peu plus d'informations. Donc là, on voit un peu tout ce qui s'est passé, comment ça a marché, etc. On peut aller creuser un peu plus. Mais en fait, ça nous permet d'aller voir un peu qui appelle qui, comment ça se passe, etc. Les différents timings qu'on peut voir d'appel entre les différents services. Et après, imaginons qu'on ait une application un peu plus compliquée. Là, ça reste vraiment du très simple. En fait, on peut aller se faire une représentation. Alors, je pense qu'ils ont un bug parce que je n'arrive pas à le faire plus grand, sauf pour là où il est vraiment plus grand. Et donc là, en fait, on voit qu'au niveau architecture, mon projet website, il appelle mon weather service et que mon projet website, il appelle l'autre qui est counter service. Si j'avais d'autres services qui s'appelaient l'un l'autre, eh ben, on verrait tout un graphe de toute notre architecture microservice, quoi. Donc ça, c'est un des gros avantages de Dapper, c'est que nulle part dans mon applicatif, j'ai dû mettre de système de tracing, de choses là, et tout ça, je l'ai gratuitement. Après, il y a des possibilités aussi par exemple, avec SIG, pour avoir du distributed logging, etc., etc. Et donc, tout ce qui est sidecar, en fait, enrichit votre applicatif avec beaucoup de services que normalement vous avez besoin de développer ou d'intégrer, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci. Mais merci à toi. Et puis, si vous avez des questions. Ouais, non, il y a plus. Moi, j'en avais juste une. Par rapport au projet que tu as fait en Blazor, si j'ai bien compris, du coup, Dapper, le client, il est directement dans du WebAssembly alors? Du coup, Non, c'est parce le... que c'est un serveur. c'est un Blazor signaler, server. pardon. J'avais pas vu, excuse-moi. Ouais. Mais WebAssembly, ce serait possible. Ça aurait été possible, du J'imagine. coup. Mais ça aurait été le client qui aurait fait des appels. Ouais. Bah, Ouais, mais ça veut dire que le sidecar en client... WebAssembly, quoi. Ouais, non, je pense pas que ça soit vraiment possible. J'ai pas essayé, mais je pense pas que ça soit possible et je pense pas que ça soit vraiment l'idée de la chose parce que les sidecars, c'est bon pour votre... encore une fois, Dapper, c'est Distributed Application Runtime, c'est fait pour faire des microservices, donc c'est plutôt server-side et pas client-side comme le browser, quoi. Donc je pense pas que ça puisse runner dans WebAssembly, ça voudrait dire exactement comme le disait Gérald, qu'il faudrait que le sidecar run aussi en WebAssembly. Et ça, j'ai rien lu à ce propos et je ne verrais pas vraiment l'intérêt non plus de ça. Ok, bah écoute, merci Laurent pour cette démonstration. C'était clair. Il y a quelqu'un qui a une autre question ou c'est limpide et donc dès demain ils vont se mettre à Dapper sur l'ensemble de leur application. Damien, on va revenir à du VS Code bête et méchant, c'est un truc à la con. Ouais. Je le vends bien. Ouais, mais bête à la con, mais un truc sympa quand même. Ça fait plaisir. Hein. Ça, il donne envie, hein. Richard donne envie. Ouais, c'est ça. Donc, à la fin du podcast, ça sera si vous avez un sujet bête à la con à présenter. Voilà, n'hésitez pas. J'en aurais un Visual Studio versus VS Code versus Rider. Ça, c'est un sujet bête à la con. Quand tu veux, Ok. quand tu veux. Ça, c'est un truc de bar, Ok. ça. C'est une conversation de bar. Ça, Oui, c'est pas voilà, un oui. meet-up. Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, eh bien venez nous rejoindre sur notre Slack devapspodcast.slack.com en nous envoyant votre adresse email à slack@devaps.ms.
À très vite sur Slack. Ok, donc VS Code et remote container. Faut bien comprendre ce qu'est VS Code. Vous savez tout ce que c'est, on va éviter de le présenter. Le remote container, donc voilà. Donc commençons par le début. Docker, on va faire un petit rappel vite fait. Docker, ça permet justement de containeriser ces applications dans des systèmes différents. Ça peut être du Linux, ça peut être généralement du Linux, mais ça peut être d'autres choses. Ce qui se passe, c'est qu'on le pousse, généralement c'est utilisé dans le déploiement continu, dans du Kubernetes, entre autres, histoire de faire fonctionner les applications en production, d'avoir cette distribution assez facile, etc. Donc du coup, l'usage, généralement, c'est standardisé. Développement continu, au niveau des tests aussi. Du coup, à chaque fois, on remet une application propre dans notre container et on peut retester correctement. La CI, c'est multi-cloud, plateforme, ça permet d'isoler les applications de d'autres services, etc. Mais dedans, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qu'on n'a pas. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas, grosso modo? C'est l'environnement de développement. L'environnement de développement, il n'y a rien containerisé. Il n'y a pas de containerisation, je vais y arriver, pardon, de ce côté-là. Et pourtant, ça pourrait être utile dans certains cas, notamment celui que je vais vous présenter là, dans la minute qui suit. Comment ça fonctionne? Grosso modo, on a notre environnement local, donc localOS ici, qui contient notre VS Code, avec les thèmes, les extensions et le code source. Derrière, on aura un container qui contient tout plein de choses, le volume du code source que l'on a sur notre machine, un VS Code serveur, donc c'est une version de VS Code qui contient à peu près tout ce qu'on a besoin en fait, qui contient des extensions qu'on va installer, qui contient plein de choses, et tout un système de modules au niveau de la gestion des process, les applications, le debugger, etc. Donc, du coup, c'est un ensemble de technologies, des technologies justement de débugage à distance, par exemple le live sharing du VS Code qui est aussi utilisé dans ces technos, et ce qui nous permettra en réalité de pouvoir exécuter notre code dans le container plutôt que sur notre machine. Ça a l'avantage, par exemple, si on a un environnement de développement complexe, on doit installer des tools, on doit, etc. On peut tout mettre dans le container, tout est géré dans le container, et notre machine, on n'y touche pas. Notre machine, elle aura Docker, enfin, c'est optionnel, je vais expliquer pourquoi après. On aura VS Code, obligatoire, on aura l'extension du remote container, et bien sûr le code source. C'est tout ce dont on a besoin. Pour le Docker, donc effectivement, moi je vais avoir Docker sur ma machine qui permettra de lancer un container sur ma machine et de pouvoir me connecter directement. Mais on peut très bien avoir un container, on peut très bien avoir Docker sur une autre machine dans un serveur par exemple, et tous les développeurs se connectent sur cette machine Docker. Du coup, ils n'ont même pas Docker sur la machine, qui est quand même assez lourd, il faut le dire, mais ils peuvent se connecter ailleurs et voilà, ils ont juste besoin de VS Code et du source. Et ils peuvent développer avec n'importe quel outil, n'importe quel langage, etc. Oui, Laurent? Ouais, d'ailleurs, c'est ce que j'avais montré dans le cas dont tu parles avec le container à distance. C'est ce que j'avais montré avec la présentation de GitHub Codespace, exactement. Ce cas d'utilisation. Du coup, c'est quand vous en avez parlé justement que je me suis dit, j'en ai parlé à Richard, et effectivement, tiens, vu qu'il y en avait certains qui ne savaient pas trop ce que c'était, etc., je me suis proposé à faire ça vite fait. Voilà. Donc du coup, au niveau démonstration, alors on a un super site internet, tac, voilà, qui est le VS Code, c'est la documentation en fait du remote container de VS Code. Donc voilà, je vous passerai je peux peut-être vous passer le lien là. Oui, le chat. Voilà. Voilà, donc on retrouve le beau schéma que j'ai repris, tout plein de documentation sur comment l'utiliser, etc. C'est plutôt intéressant. Moi, ce qui va m'intéresser ici, ça va être les exemples que l'on a ici. Là, il nous propose tout un ensemble d'exemples en C++, Go, Java, .NET Core, Node, PHP, Python.
Donc là, j'ai un peu préparé le truc. En fait, ce qui se passe, c'est que sur ma machine, on va donner l'exemple que, voilà. Donc j'ai mon petit répertoire en mode container. Là, je vais ouvrir mon petit terminal. Du coup, je regarde ma version de .NET. On voit bien qu'elle est en 5.0. Manque de peau, je vais devoir lancer une application qui est en 3.1. Donc, je veux vraiment être sûr qu'il y ait une compatibilité maximale, etc. Du coup, par exemple, je n'ai pas 3.1 sur ma machine, j'ai uniquement 5.0. Du coup, et j'ai pas envie d'installer 3.1 parce que ça alourdit ma machine ou autre pour des raisons bêtes et idiotes. Donc, dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais aller chercher le source, ce qui m'intéresse ici. Donc, alors pour le chercher, c'est un peu facile ici. Alors, j'ai VS Code, les différents repos ici. Tac. Voilà. Si on descend un petit peu, j'ai les liens sur tous les exemples qu'on a parlé précédemment. Donc là, ce qui m'intéresse, ça va être le point .NET Core. Donc là, j'ai mon petit repos ici. Et on va le prendre. On va le récupérer. Donc du coup, je récupère tout ça. J'ai bien tous mes fichiers qui sont là, qu'on retrouve dans l'Explorer. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que tout ça, c'est ce qu'on retrouve habituellement dans les applications ASP.NET Core. On a le fichier .VS Code qui est là pour gérer le lancement par VS Code. Ceux qui utilisent VS Code le connaissent bien. Mais surtout, ce qui nous intéresse ici, ça va être dev container. Le fichier .dev container, du coup, ici, contient 2 fichiers obligatoires. Ça, c'est un petit bonus pour installer l'Azure client si besoin. On a le Dockerfile, qui est en fait le Docker sur lequel on va lancer notre environnement de développement. Et on va avoir le dev container.json. Bon, du coup, ouais, en fait. C'est l'inconvénient d'utiliser Notepad++. Oui, tout à fait. Alors que c'est une présentation sur VS Code, quoi. Du coup, on va repartir. C'est vrai que je peux ouvrir avec VS Code. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on va faire. Ça marche sur VS Code, en fait? Voilà. Tac. Voilà. Donc, du coup, notre devcontainer.json, qui effectivement, voilà, il contient tout ce dont on a besoin, des variables, des arguments pour notre Dockerfile, le nom, on peut définir un nom, quel terminal on va utiliser, les extensions que l'on veut utiliser. Donc du coup, ce qui veut dire quand je vais lancer ça, cette extension-là va être automatiquement installée sur mon VS Code, au moment de le lancer, et va être désinstallée lorsque je vais le quitter. Voilà. Voilà, avec tout plein d'options au niveau des certificats HTTPS, etc., que je ne vais pas utiliser pour l'instant parce que ça devient un peu too much. Et bien sûr, le Dockerfile avec l'image .NET Core avec la version qui nous intéresse, donc 3.1 ici. Voilà. Alors, une fois que vous avez mis ça, il faut installer l'extension Remote Container. Donc, du coup, normalement, je l'ai déjà. Voilà, Remote Container. Moi, il est déjà installé. Vous installez cette extension-là. Une fois ceci fait, vous pourrez, en bas à gauche, vous aurez un petit bouton ici. Vous cliquez là, qui va vous donner toutes les options du remote container. Et vous pouvez dire réouvrir mon programme, mon code source dans un container. Donc, c'est ce que je vais faire. Je clique là. Voilà, il ferme VS Code, il rouvre. Et là, il va faire tout un petit tas de trucs. Je clique ici pour voir les logs. Voilà. Et là, il se connecte sur mon container qui est... Alors, au niveau du container, je devrais peut-être pouvoir... Il avait généré l'image avant, non? J'ai généré l'image avant, parce que le problème, c'est que l'image met 5 minutes à être générée. On est un peu pressé par le temps. Et là, la différence, c'est que là, en moins d'une minute, la dernière fois, ça m'a duré 10 secondes, mais bon, vu que je suis en moitié en conf, voilà. Donc, du coup, si je regarde mes containers qui sont en live sur ma machine, j'ai mon VS Code donc, que j'ai généré avant. Quand vous lancez pour la première fois, effectivement, ça met 5 minutes à s'installer. Une fois que c'est installé, il est gardé ici en tant qu'image. Et tant que vous ne le supprimez pas, il n'y aura pas de souci. Ça mettra que quelques secondes à se lancer. À chaque fois, vous relancez votre source. Donc, voilà.
Ici, où est-ce qu'on en est? Eh ben, start in the container. T'es déjà bon là. Ouais, je pense que c'est bon, ouais. Voilà. Donc du coup, j'ai mon code source. Alors, je vais retirer cette HTTPS redirection parce que tout à l'heure, ça m'a posé quelques soucis. Voilà. Ça va être beaucoup plus simple. Voilà, avec le petit hello remote war from ASP.NET Core. Si on regarde bien, donc je vais créer un nouveau terminal. Je ne suis plus sur ma machine, j'ai un terminal différent. Et si je regarde la version, je suis bien en 3.1. Donc là, je débug comme si je suis en local, exactement pareil. Mais en fait, je ne suis pas en local, je suis dans un container. Mais tout est pareil. Donc je peux lancer, je peux faire un .NET Run. Voilà. Donc, Il y a, va il y a faire, quand même le Visual Studio, la partie cliente qui tourne sur ta machine en local et la partie serveur qui tourne dans le container. Oui, exactement. Du coup, Attends, voilà. tu peux répéter? Donc la Ouais. partie Visual Studio Code, l'interface graphique, la partie cliente qu'il a montré dans le schéma, tourne Ouais. sur sa machine et la partie serveur de Visual Studio Code, pardon, tourne dans le container. Et d'ailleurs, c'est aussi intéressant pour de WSL. Quand vous voulez développer sous Linux, vous pouvez très bien faire la même chose. C'est pas avec le container, mais c'est directement dans WSL. Et si on veut débugger, ça sera le même principe que tout à l'heure. Je ne sais pas si tu vas le montrer. On fait un F9, un breakpoint et on est parti. Tu vois pas la différence. Ah ouais. Ouais. Exactement. Ok, Bah, j'allais faire tu m'as un peu spoilé le truc. Pardon. T'es nul, Denis. T'es nul. T'es Je viré. sais. Bon, je m'en vais. Je m'en vais. Ah, zut, il est en train de me faire. Oui, donc Mentir. l'avantage, tu peux imaginer de créer une image avec l'environnement Voilà. que tu veux, avec, je pense notamment avec l'installation de composants à la con Voilà. qui s'installent Voilà. pas par des nuggets ou ce genre de choses. Et comme ça, tu peux dire à ton développeur, bah tiens, tu veux une machine de développement, hop, tu prends le container et puis youpi ou quoi. Exactement. Et tout le Exactement. monde a la même version en plus de l'environnement de C'est développement. c'est ça, exactement. J'avais fait pour un projet, donc j'avais mon développement .NET installé sur ma machine, il n'y avait pas de souci. Par contre, là, on me dit, ah, par contre, j'ai un problème, tu faudrait que tu modifies mon code. Par contre, c'est fait en Go. Bah, du coup, bah, ce que j'ai fait, bah, j'ai mis en place le dossier dev container, .dev container dans son repos, et j'ai pu développer directement en Go avec tout ce dont j'avais besoin dessus. C'est le seul projet auquel j'ai fait pour un environnement prod, mais ça fonctionne plutôt bien. Moi, Et j'ai en fait plus, avec c'est un même sur la collègue parce qu'on a des versions de Terraform et de PowerShell spécifiques et on n'avait jamais la même, on n'arrivait pas à reproduire les bugs. Donc là, avec ça, on était sûr d'avoir exactement le même environnement. Ouais. Donc là, j'ai mis un breakpoint. J'ai runné directement en debug l'appli. Et si je retourne. J'ai fermé la page, je suis bête. Donc tu as un pop-up pour l'ouvrir en bas à droite sur l'autre VS Code. Oh, bien vu. Bien vu, bien vu. Ça va bien. Du coup, hop. C'est un peu long par contre. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il s'est bien arrêté sur le breakpoint. Là, la page est en cours de load. Voilà. On voit bien que c'est bien arrêté sur le breakpoint. Et ensuite, bah, je peux faire du pas à pas, voir les variables, etc. Voilà quoi. Donc l'application Ouais. s'exécute dans le container. Ouais, Voilà, d'accord. c'est ça. Donc voilà. Voilà. Donc oui, le localhost, quand je tape sur le localhost, le service, il est hébergé dans le container. Il n'est pas hébergé sur votre machine. Donc voilà. Donc rien n'empêche effectivement que bah, si vous avez un serveur avec Docker dessus, vous mettez en place votre Docker là-bas. Vous configurez dans votre dossier.dev container, bah, utilise le Docker distant à telle URL et youpla, youpla-pi, et c'est parti. Et votre machine, bah, elle a que VS Code et vous codez avec ce que vous voulez avec juste VS Code. Voilà, c'est magique. Et, Voilà, et, euh, voilà. et, oui, donc, et s'il y a plusieurs, si tu le fais en distant comme ça, est-ce que, enfin, quand je dis, tu installes ton image en distant, s'il y a plusieurs développeurs, je pose une question à la con, hein, mais s'il y a plusieurs développeurs qui utilisent la même image, ça se passe Alors, comment? il n'y aura pas la même image. Chaque développeur aura son propre environnement un Docker, une image, ce sera un environnement spécifique
de développement. Donc, chaque développeur aura son environnement, Son mais instance. avec son instance, effectivement. C'est l'intérêt de Docker, c'est de pouvoir multiplier ses instances, multiplier ses images. Donc, chaque développeur aura son environnement de développement avec, généralement, ce qui est bien aussi, c'est que chaque développeur, du coup, aura le même dev container, le même Dockerfile. Donc, ils travailleront dans le même type d'environnement, ils travailleront avec les mêmes extensions. Grosso modo, ça veut dire que quelqu'un qui arrive, il crée son nouveau projet, il configure tout. Le prochain développeur qui arrive, il se met sur sa machine, il lance tout, il a tout installé déjà de base. On n'a rien d'autre à faire. Tout est prêt. Et les documents, tous les fichiers, etc., bon, en général, tu les sauves dans Git, mais temporairement, ils se trouvent où? Je veux dire, les Dockerfiles, tu les mets quoi? Tu Tu fais montes un volume. Ouais, Oui, tu mais montes c'est un ça, volume. mais où? Sur ta machine ou bien tu le mets aussi? C'est sur ta machine et c'est fait automatiquement, ouais. Ok. Dans le dev container, tu as l'image de Docker de ton environnement de développement. Docker va l'instancier et ensuite il va monter le dossier de ton VS Code à l'intérieur. PC, quoi, ouais, c'est ça. Ouais. Et il réouvre VS Code dans ce contexte-là. Ce qui fait que tu as l'impression d'être en local, mais en fait, ton IDE, il map le code qui est dans ton conteneur. Donc ça et veut en dire fait, que en local parce que c'est un partage. c'est ça, mais donc ça veut dire aussi que si tu ne commites pas ton code, je veux dire en fin de journée, tu reviens le lendemain, ton image Docker est crashée, est revenue, enfin tu la redémarres Non, ton tu code, vas récupérer il reste ton sur ton poste. Ton code, il est en local. c'est ça. Ouais, Il est en il local, reste Il sur ton monte un poste. partage réseau entre ton code, ton poste et l'image. Ce qui fait la que Docker. ne copie pas le code. Le code Là, est tout jamais. à l'heure, j'ai modifié mon fichier ici. Bah, en fait, si je vais en local, Si tu fais un MLT, peut-être que tu le verras. si je vais en local, à partir du moment où j'ai sauvegardé en local, je vais avoir mon hop, on voit plus ton écran, il faut partager ton si écran. tu fais Moon, tu devrais voir le lien de montage peut-être. Ah mais je comprends. Excusez-moi. Je comprends le code et, Là, Et si et j'ai bien dans le compris, contexte l'image elle est de... partagée. Du coup, on a L'image, besoin de faire qu'une image de côté serveur. Non, l'image elle est en local. Elle tourne sur ton poste. Tu la récupères au moment où tu la lances. Ah d'accord. Là, actuellement, elle est en dans local. ton Ouais. repo et tu lances l'image sur ton poste. Et donc chacun, c'est comme si tu crées une VM avec ton environnement de développement. C'est ça. Et tu utilises cette VM comme si tu étais en local. Bon, je ne veux pas dire, mais le type, il a VS Code et il a Notepad++, mais il ouvre avec le bloc-notes. Oui, mais parce que Notepad++, c'est le bordel. J'ai plein de doutes ouverts ailleurs dans Notepad++. Il a 400 onglets qu'il n'a pas fermé depuis 1900. C'est ça, exactement. Pour Voilà. revenir à ta question, Denis, aussi là on parlait du mount sur le file system. Dans le contexte de GitHub Codespace, en fait, le contexte de ton code, c'est ton repo GitHub. Donc lui, il va faire un clone et tu vas avoir le clone de ton GitHub repo. Ouais, et toutes les modifications, vu que c'est monté, toutes les modifications sont réparties partout en fait. Donc, aucun souci là-dessus. Ce qui serait intéressant de tester, que je n'ai pas testé, j'imagine que LiveShare devrait marcher. Et donc, ça reviendrait à ce que disait Richard, c'est tu as un client VS Code, une partie serveur qui est dans un container, mais tu as plusieurs personnes qui se connectent et qui peuvent coder ensemble sur une seule instance. Ça, je pense que ça devrait marcher avec LiveShare. Ce serait le même principe que LiveShare, donc ouais, clairement, je pense que ça doit bien fonctionner aussi. C'est juste que quand quelqu'un lance comme LiveShare, les personnes peuvent participer au code, peuvent aider à modifier, mais ils ne peuvent pas lancer sur leur machine en question. Il faut que ce soit lancé sur la machine de la personne qui héberge le contenu. Tu peux donner les droits à distance de lancer le truc sur ton poste. Même lancer en debug. Ouais. Non, parce que tu peux donner les droits pour accéder au terminal. Ouais. Et du coup, tu lances, mais tu laisses comme voilà, tu laisses l'exécution sur le host. Mais tu peux donner les droits à quelqu'un de tourner de lancer tout son host. Ouais. C'est ça, ouais. Mais ça reste sur le host du coup. Tu peux pas le faire sur ta machine. Il va falloir faire un grand schéma sur un tableau, parce que ça commence à devenir des flèches. Mais le schéma que tu avais mis, Damien, il était clair au début. Une fois que tu as vu la démo, tu comprends mieux. J'avais le même dans GitHub Codespace. C'était marrant. Mais n'hésite pas à aller voir les liens. Généralement, c'est quand même assez bien expliqué. Il y a des petits schémas pour montrer un peu comment ça fonctionne, et notamment celui que je vous ai montré tout à l'heure. C'est marrant quand on est sous WSL, en fait, quand on lance, on voit, il dit updating VS Code server to version, et d'un seul coup, on a VS Code qui s'ouvre sur notre machine, quoi.
Et alors, la question qui tue, dans Visual Studio tout court, c'est une fonctionnalité qui est envisagée ou pas? Je sais que tu avais mis en place Live Share dans Visual Studio tout court. Par contre, pour le remote container, j'en ai pas entendu parler, ça ne dit rien. Donc, je ne suis pas sûr. Si, moi, il me semble que j'ai entendu quelque chose là-dessus. Oui. Ouais. Voilà. LiveShare, oui, il y est, mais Non, Oui, Live LiveShare, Share, ça oui. fait longtemps. Non, mais le Mais- remote container pour Visual Studio. Ouais. Si, ouais. Parce que- Il doit y avoir un Il y a plugin, d'autres- ouais. Il y a Docker aussi qui travaille sur quelque chose comme de similaire pour avoir des containers comme ça standardisés de dev avec l'environnement de développement. Et Rider, toi qui es au courant de tout sur Rider? Alors, Rider, ils viennent avec un truc qui est équivalent à LiveShare, mais qui est apparemment beaucoup mieux. C'est étonnant. faut poser la question à quelqu'un C'était d'autre. super Non, bon, étonnant. Ok. Non, franchement, qui a l'air vraiment. Moi, mon souci avec LiveShare, nous, on faisait passer les interviews avec LiveShare pendant un moment. Et le truc, c'est que par exemple, quand on est en session comme ça de pair programming, eh ben, la personne qui est là, par exemple, si vous utilisez ReSharper, vous ne pouvez pas l'utiliser à travers LiveShare. Et tout ça, ça sera intégré à. Le produit s'appelle Code with Me. Il est disponible pour tous les IDE de JetBrains, sauf Rider, parce qu'ils ont un problème pour l'instant pour l'implémenter, parce qu'ils utilisent la même technologie que Rider, qui est un processus Java qui discute avec un processus .NET. Et en fait, le processus .NET, jusqu'à présent, ils l'ont développé comme un processus qui répond à un seul utilisateur. Et maintenant, ils doivent pouvoir l'exposer à plusieurs utilisateurs. Donc, ils ont un peu plus de complexité que pour les autres IDE. Mais c'est quelque chose qui vient. Je discute tous les mois avec le développeur qui s'en occupe. Et il me dit que c'est la galère, mais que ça va venir. D'accord. Ok, bon, bah écoutez, je pense que c'était bien intéressant ces deux sessions. À moins que vous ayez autre chose à rajouter, bah écoutez, on va. Moi, j'ai une petite question vite fait. Il y en a vraiment des gens qui développent du .NET dans VS Code? Parce que moi, mon expérience, c'est vraiment de la merde par rapport à Visual Studio, quoi. Donc, Tout de suite. Je l'ai fait. à un moment, faut dire les mots, quoi. Non. Je suis d'accord avec toi, Gérald. Je comprends ce que tu veux dire. Je l'ai fait pendant de longs mois, si ce n'est dire années. Parfois, c'est un peu fastidieux, mais dans l'ensemble, le plugin est assez, mine de rien, le plugin Sharp, il est assez correct, même s'il manque 2-3 bricoles. Deux, trois bricoles, là, on parle de tout ce qui est Visual Studio, déjà un test runner qui marche, toute l'analyse de perf, un debugger qui est agréable à utiliser. Non, énormément de choses, quoi. Tu l'utilises pour la base, généralement pour l'autocomplétion, IntelliSense, pour ce genre de choses. Pour vérifier les erreurs, enfin, des fois ça fonctionne un peu moins bien, mais voilà. Genre je sais pas, tu as fait une erreur de syntaxe ou autre. Dans l'ensemble, ça fonctionne bien, même si des fois il y a des ratés. Dans ce cas-là, généralement, quand tu redémarres VS Code, ça fonctionne. Mais dans Visual Studio, voilà. Et pareil, pour les tests, pour tout ce qui est tests, exécution, etc., tu utilises les lignes de commande. Tu n'as pas vraiment d'interface, quoi que ce soit, comme à la VS Code, à Visual Studio 2019, par exemple. C'est une ligne de commande, tu fais .NET Test, .NET Watch Run ou .NET Watch Test pour avoir des trucs en live quand tu modifies ton code. Mais voilà, il n'y a rien de plus. Donc autant utiliser Visual Studio. Voilà. Quitte à choisir, si vous pouvez Rider. vous permettre. Ouais. Ou Rider, pardon. Ça dépend de vos besoins. Ok, bon, bah écoutez, c'était fort intéressant. Alors, je vous rappelle que la semaine prochaine, il n'y aura pas de meet-up, puisque le 17 juin, C'est-à-dire le lendemain. C'est-à-dire le lendemain, on a le Blizzard Day, donc on ne va pas faire d'ombre à cet événement capital mondial qui devrait avoir 250 000 invités. C'est bon, vous êtes prêts, Denis? Ouais, on a refait des répétitions avant-hier, je sais plus, ouais, je crois, c'est avant-hier. Parce qu'on va faire une sorte de petit studio, entre guillemets, en physique, pour pouvoir discuter avec les speakers. Donc, comme on n'est pas professionnel dans le domaine, il a quand même fallu tester un petit peu si tout ça fonctionne. Et pour le reste, les speakers, eux, je suppose qu'ils seront prêts, c'est quand même des professionnels, donc a priori, ils devraient l'être. Ça devrait bien se passer. Si on a une connexion Internet qui tient, si on a des caméras qui tiennent, donc il n'y a pas de raison. Donc c'est le 17 juin à 17h, c'est ça?
16h, je crois. 16h 16h, je crois, de mémoire. D'accord. Mais vous Donc, allez il y a sur Thierry. blazerday.net. Il y a Pardon Thierry qui demandait sur le chat si mon projet était disponible sur Sur GitHub. GitHub. J'ai Oui. envoyé le lien. Il faut juste que je merge encore une branche, mais tout est en ligne. Ok, bah super. Je vais copier le lien là. Je confirme, c'est bien 16h. Ok, bah écoutez, merci à tous. Bonne semaine. Bon 15 jours plutôt. Et puis bah, on se retrouve le 23 juin pour nos prochaines aventures. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao. Salut. Allez, bonne semaine.